What is up, family? We have another Patreon request, and j'irai pas coucher, rajeunir chez vous. Part 2 hours. Ooh, 2 heures. Ooh là là. Okay. Ben, it's definitely going to be in multiple parts. C'est quelle heure? Ben, on va voir. On va voir. Mais, you know me, I love Antoine. So I'll watch Antoine for hours, but if I have the time. And to give you an idea, right now, over here, c'est minuit. C'est minuit. Alors, ben, on va faire que... I don't know how many parts. Let's just have fun and watch it, okay? Because part 2... yeah, okay. Okay. He's basically telling us all of his adventures, but not in the normal, visiting countries. Well, no, I mean he's narrating his own stuff, which is really good. The first part was great, so now I know why we have to do part 2. But man, it should have been part 3. But that's okay. It should be. Bon, right. Alors là, j'aurais bien voulu vous raconter encore plus en détail tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais on avance dans le déconfinement d'une certaine manière. Et je vous rappelle que j'ai un film à terminer, moi. J'irai mourir dans les Carpates. Qui est tourné, qui est monté, mais on a encore les finitions à faire. Et du coup, je vais sauter un petit peu une période de ma vie où il y a plein de voyages qui étaient très bien aussi. Mais j'ai vraiment envie de vous raconter les grandes et les superbes expéditions auxquelles j'ai participé pour faire les films. Parce que assez rapidement, moi j'ai compris que pour faire un beau film d'expédition, il faut quand même partir d'une vraie belle expédition. Et je me suis pas mal battu pour faire des films sur des expéditions qui étaient quand même assez extraordinaires. Et là, on va commencer avec un truc génial qui s'appelle le Radeau des Cimes. Alors pour moi, ça a commencé en 86. J'étais avec Gérard Vienne, le réalisateur des films dont je vous ai parlé dernièrement. Et on est allé en Guyane sur une des expéditions, la première expédition du Radeau des Cimes, avec un engin qui était absolument incroyable. C'était une espèce d'hybride entre un Zodiac et une montgolfière. Vous imaginez une plateforme à l'époque, elle n'était pas très grande, elle ne faisait que 350 mètres carrés, en boudin gonflé, avec des filets au milieu, et puis dessus, accroché une enveloppe de montgolfière. Et ça, c'est un gros no merci pour moi. Just saying. No thank you. I'll watch you get in there and enjoy the ride. L'idée était de décoller avec cet engin et d'aller se poser sur les arbres à côté. Parce que cette plateforme, normalement, devait flotter sur la forêt. Et ça permettait de faire un laboratoire pour les chercheurs qui pouvaient à ce moment-là se déplacer sur un filet à l'endroit le plus important de la canopée, de la voûte équatoriale, du sommet des arbres. Parce que c'est là que se passe la floraison, qu'il y a tous les insectes. Enfin, c'est là que toute la vie de la forêt se trouve. Et quand tu n'as pas cet engin-là, étudier toute cette partie de la forêt, c'est quand même quasi impossible. En fait, ce qu'on ne savait pas exactement, c'est comment allaient résister les arbres. Je suis là, c'est pas de souci pour moi. Bien qu'il fasse plus de 300 mètres carrés, il est trop petit. Les branches qui le soutiennent cassent régulièrement. Au bout de quelques jours, le radeau est souvent mal en point. Le redécoller devient très incertain. Il arrivera même qu'il soit nécessaire de faire appel à un puma de l'armée pour le récupérer. Wow. Alors, puisque ça avait à peu près marché, ils ont développé le système, ils ont amélioré plein de trucs, et ils ont monté une énorme expédition en 1989, toujours dans la forêt amazonienne. Mais moi, entre-temps, j'étais devenu réalisateur. Et là, ça a été mon premier film de 52 minutes, et c'était encore une expédition absolument géniale. Le système avait changé, c'était plus un hybride Now it's a blimp. de montgolfière et de Zodiac, etc. Oh my God. C'était carrément un énorme radeau des cimes qui faisait plus de 600 mètres carrés. Oh my Imaginez, God. 600 mètres carrés, c'est vraiment grand. Pensez à votre appartement. Et il y avait un dirigeable à air chaud, comme une montgolfière, mais dirigeable, qui emmenait déposer le radeau sur la forêt. This Et le guy. dirigeable, c'était vraiment un énorme truc. Il faisait 35 mètres de long, il pouvait emporter 6 personnes. Et c'était génial, quoi. Tu voyais décoller ce truc qui emmenait l'énorme plateforme, qui allait au-dessus de la forêt,
qu'il a déposé délicatement. C'est pas comme si on était venu avec un hélicoptère qui aurait tout soufflé, il y aurait plus de moustiques, plus d'insectes, plus rien. Non, c'était déposé extrêmement délicatement et puis le dirigeable s'en allait. Et ça a été une expédition absolument géniale. Could you imagine the life this guy lived? Parce que on découvrait tout. Well, he's still alive, so the journeys he has taken. Par exemple, il y avait des limites. On ne savait pas très bien combien de personnes on pouvait mettre dessus. Et donc, à un moment, il y a eu un largage du dirigeable. Le dirigeable est reparti d'une manière un petit peu violente. Et l'énorme plateforme de 600 mètres carrés s'est pliée en deux parce qu'il y a un arbre, il y a des branches qui ont cassé. Et elle s'est pliée en deux dans la forêt avec plein de monde à bord, dont moi. Moi, j'étais avec ma caméra. Et on a commencé à descendre dans la forêt avec des à-coups de 5 mètres, comme ça. Alors moi, j'étais pas super inquiet parce que je me disais, un truc aussi grand ne peut pas tomber d'un seul coup. Donc, on va descendre, on ne savait pas jusqu'où, mais on va descendre et puis on arrivera peut-être jusqu'au sol, mais normalement, il ne devrait pas y avoir trop de casse. Non, le problème c'est que ça arrête tout simplement de se rabattre totalement sur nous. D'ailleurs, ça craque par là-bas. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Attends, Gérard, éventuellement ne va pas là, c'est en train de se rabattre là. Attention, on descend. He warned them. Ça tourne encore, j'y vais. Bougez pas trop là. Attention à la caméra là. Vous savez que je suis pas attaché. Bah tu te tiens. Ah oui, non, là c'est la catastrophe. Et en fait, il a fini par se bloquer. On était descendu d'une petite quinzaine de mètres dans la forêt. Mais honnêtement, ça allait. Et puis évidemment, après, il a fallu récupérer le radeau. Et ça a été un petit peu compliqué. Et en fait, ils y sont arrivés avec le dirigeable, à le sortir en ayant coupé plein de branches. Enfin bon, ça a été un peu compliqué, c'est vrai. Et en fait, on s'est aperçu à ce moment-là que le concept du radeau des cimes et du dirigeable était un truc qui fonctionnait, qui marchait. C'était bien. Quand le radeau s'est cassé la figure, c'est moi qui étais dessus à ce moment-là. Thierry, le caméraman, il était suspendu sur le côté du dirigeable, dans un harnais. Donc lui, il avait les vues d'ensemble, et moi, j'étais dessus. Mais le moment où c'est arrivé, il me restait quoi? Il me restait 6 minutes d'image. On était en film à l'époque. Hein. Il me restait que 6 minutes d'image. Et là, c'est un jour où j'ai compris l'économie. C'est con, hein, mais l'économie de moyens, comment faire avec presque rien. Parce que il se passait un truc absolument extraordinaire devant moi, le truc qui se pétait la gueule, il y avait un mec qui n'était pas attaché, enfin il y avait une ambiance de fin du monde à bord, de naufrage. Et moi j'avais que 5 minutes d'image. Et là, j'ai fait que des plans en me disant, celui-là je le prends, celui-là je sais que je vais le garder, j'ai déjà un plan du truc qui est en train de glisser, c'est pas la peine que j'en fasse 15. Et cette démarche d'économie m'a servi pour j'irai dormir chez vous aussi, pour les batteries. Parce que parfois j'allais dans des coins qui étaient quand même vachement reculés, où il n'y avait pas du tout d'électricité, et en gérant pareil à l'économie, en ne tournant que le minimum, en réfléchissant avant d'allumer la caméra et de filmer, eh bien j'arrivais à tenir 2-3 jours sans recharger. Et en fait on apprend toute la vie, tout le temps, moi j'arrête pas d'apprendre. Et je vais même vous dire un petit truc, c'est que là je fais un long métrage de fiction, qui va sortir bientôt, mais vous imaginez pas tout ce que j'ai appris. C'était un super stage, quoi, en fait. J'adore. Et donc, il y a eu d'autres expéditions, mais ça, je vais vous en parler plus tard. En revanche, ce qui était aussi très intéressant, c'est qu'ils ont testé toutes sortes de systèmes. Je vais quand même les nommer, c'est important. Je veux dire, c'est 3 personnes au départ. C'est Danny Cléier-Marel, le pilote du dirigeable, Gilles Bersolt, qui a inventé ce système de structure gonflable avec des filets, et puis c'est Francis Allais, le botaniste, qui avait besoin d'avoir ce système. Donc ces 3-là, ils se sont rencontrés, brainstorming, ils ont réfléchi, de quoi on a besoin, comment on pourrait faire. C'est comme ça qu'est né le radeau des cimes. Et donc, pendant cette expédition de 1989, ils essayaient des techniques. Et là, ils ont inventé un autre truc, c'était la luge des cimes. C'est-à-dire qu'ils ont fixé sous le dirigeable un petit triangle de boudins et de filets dans lequel il y avait un mec qui était d'ailleurs Gilles Bersolt. Et ils ont décollé, Danny qui pilotait le dirigeable. I guess he's not afraid of heights. Et l'idée, c'était d'aller traîner doucement cette structure triangulaire avec Gilles à bord qui prélevait des échantillons. Mais à l'époque, le dirigeable, il ne pouvait pas s'arrêter d'avancer. Il avançait tout le temps.
Et du coup, en fait, Gilles, sur la luge, en fait, il passait d'un arbre à l'autre. Et puis, il essayait de prendre des échantillons. Remonte-le. Ah oui, je suis remonté maxi, Gilles, je le vois bien. Oh boy. Wow. C'est génial. C'est carrément extra parce que je profite de tous les langues du balancement. Là, ça frise à perfection. Hein. Mais c'était super drôle, quoi. Il y a eu toutes sortes d'autres expériences qui ont été faites. Alors ça marchait pas. Par exemple, ils ont mis un piège à insectes dans un tétraèdre. Un tétraèdre, c'est une pyramide, mais qui a 3 côtés. Voilà. Et donc, ils emmènent le truc et ils l'ont largué dans la forêt. Et puis, quelques temps après, ils sont venus le récupérer. Bon, ça a pas mal marché. Parce qu'il y avait plein d'insectes dedans. Et pour les prélèvements, pour essayer de savoir un peu qui vivait là-haut, ça, c'était bien. Mais ils ont fait un autre truc qui était encore très marrant. C'est pareil, on a filmé tout ça. C'est qu'ils ont essayé de faire du chalutage de nuit pour attraper des insectes. Donc, il y avait un grand filet qui a été fixé sous le dirigeable. Et puis, ils sont allés voler de nuit avec un groupe électrogène qui avait été installé sur le dirigeable. Vous voyez un peu le bordel. Like a giant Des spots fishing net à l'avant for bugs. pour voir un petit peu où ils allaient. Et ce qui était drôle, c'est que d'abord, ils voyaient des super beaux insectes qui rentraient dans le filet, mais qui ressortaient. Donc ça, c'était quand même un peu dommage. Et puis, à un moment, quand ils étaient en plein vol, là, on est en pleine forêt, donc on ne voit rien. Il y a le groupe électrogène qui est tombé en panne d'essence. Ah. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On a bien besoin de ça. C'est le groupe qui est en panne d'essence. C'est pas grave, on voit tout le relief. Ah ben ça tombe mal quand même, hein. Ah ouais, c'est chiant, merde. Non, c'est bon. Ouais. On voit absolument. C'est pas ça, mais on attirera moins d'insectes. Bon, Gilles, de Dany, le groupe vient de s'arrêter. Donc on ne voit absolument plus rien. Donc on va essayer de rentrer tout de suite. Hein. Donc ils n'avaient plus de lumière. Donc on a allumé les voitures, les phares des voitures pour éclairer l'endroit où il fallait qu'ils reviennent. Alors on était en liaison radio, donc ça va, ils n'étaient pas perdus. Mais c'est grâce à ça qu'ils ont pu retrouver le camp qu'ils n'auraient peut-être pas retrouvé si facilement. Et donc ça, c'est pareil, c'était génial. Enfin bref, toute cette expédition a été absolument formidable. He's such a positive guy, right? He's the opposite of a negative person who's always like, oh, c'était chiant, c'est emmerdant, j'ai détesté, ça c'était un problème, et après on avait ça, c'est le problème, c'était emmerdant, c'était beaucoup de travail. Like, you know what I'm saying? Like a complainer. No, everything with him is, oh, you know, we almost died in the woods, I almost fell out of the net, but c'était génial, c'était tellement drôle. I mean, everything with him is just, it just makes you, he puts you in a better mood. The best way I can explain it. Et c'était encore à une époque, ouais, j'aime bien, ouais, ça fait un peu vieux con, mais il y a eu une époque où on n'était pas tout le temps en train de vérifier que personne allait se faire mal. Qu'est-ce qu'il faut faire là, Dany? Ouais, un briquet dedans. Vite. Dedans? Ouais. Et je vais me brûler les mains? Mais non, tu vas pas te brûler les mains. Où ça? Là? Donc oui, on prenait des risques, oui, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. On a vraiment fait des trucs absolument formidables, quoi. C'était génial, le radeau. Look at the fucking guy. Et il y a eu une autre expédition, mais je vous raconterai ça plus tard. Ooh. You see, so are these multiple? Ah, okay. Ah, that's right. Okay. So this might be like 6 or 7 episodes crushed into one. That's why it's so long. Okay. Oh, wait, I remember that eye. I remember that bird. Yeah. All right, so that's the intro. Okay, got it. Alors là, je vais vous parler d'une mission scientifique extraordinaire à laquelle j'aurais jamais espéré participer, surtout vu mon niveau d'études, puisque j'ai été viré du lycée à 17 ans et que j'ai pas le bac, que j'ai pas fait vraiment... Who cares? Who gives a shit if you don't have a bac? You have a much more interesting life than anybody with a bac. Grand chose du point de vue scolaire. C'était une expédition avec l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, dans le Pacifique. Alors, ça a commencé d'une manière assez particulière.
moi, je venais de faire 1 semaine de mer et je savais que j'allais faire encore 3 semaines de mer un peu plus tard. Eh bien, entre cette semaine de mer et mes 3 semaines de mer, j'ai trouvé le moyen de caser 5 semaines de mer. Parce que je rentre chez moi, et puis à l'époque, c'est les répondeurs. Donc, j'écoute mes messages que j'avais pas écoutés pendant plusieurs jours, et j'entends le message d'un copain, Yves Zéo, qui me dit ah, t'es pas là, c'est con, j'avais un truc à te proposer. Bon, il fallait se décider tout de suite, tant pis. Je le rappelle immédiatement, on est un dimanche soir, et puis il décroche et il me dit bon, voilà, j'ai une mission avec l'Ifremer, c'est un film pour Thalassa, et c'est aller sur le bateau de recherche qui s'appelle le Nadir, dans le Pacifique, et faire, il y a des plongées en sous-marin à 5000 mètres de fond avec le Nautil. See, I would never go in that damn thing either. Man, this guy's brave. Le Nautil, le petit sous-marin jaune d'exploration français. Et il me dit, il y a une plongée pour toi, pour le cinéma, mais il n'y a qu'une place à bord, et c'est un départ jeudi. Donc je pense que c'est trop tard. Je lui dis, attends, il y a une plongée pour moi à 5000 mètres de fond dans le Nautil. Je peux pas laisser passer ça, évidemment. Le seul truc, c'est que moi, j'ai pas refilmé depuis le Pérou. C'est-à-dire avec ma petite caméra à ressort et mes bobines de 30 mètres. Et là, il faut tourner en 16 mm. Alors, je me débrouille en vidéo, mais en 16 mm, j'en ai quasi jamais fait. Et les caméras 16 mm, en plus, il y a les caméras professionnelles, il y a ce qu'on appelle des magasins. C'est-à-dire un boîtier dans lequel il y a la pellicule. Et ce boîtier, tu peux l'accrocher sur la caméra, changer de magasin, en mettre un autre, etc. Mais ces boîtiers, il faut les recharger au noir. C'est-à-dire que tu as une sorte de sac avec des manches, tu mets les mains dedans et tu fais tout à tâtons, dans le noir absolu. Et ça, j'ai jamais fait ça. Mais je peux pas laisser passer un tournage pareil. Donc, je dis oui. Je dis oui, je vais me débrouiller. Je sais que je vais me débrouiller. Et j'appelle un copain, Thierry Machado, toujours le même, qui est caméraman et très, très, très entraîné. Et je lui dis, il faut que tu m'apprennes à charger les magasins. Donc, il m'apprend à charger les magasins, il fait les essais de la caméra, parce qu'à l'époque, il fallait vérifier les caméras. Pareil, je savais pas faire, moi. Et 4 jours après, je me retrouve dans un avion avec plein de matériel pour San Diego, où là, je retrouve l'équipe sur le bateau Le Nadir, qui est un navire qui doit faire, je sais pas, 30-40 mètres, sur lequel il y a le sous-marin. Et nous voilà partis pour 5 semaines de haute mer sans toucher terre. Alors, je me rappelle que on est en train de quitter San Diego, la lumière est splendide, les immeubles brillent, enfin c'est vachement beau. Et il y a le chef de la mission qui me dit mais tu filmes pas là? C'est quand même joli. Et moi je sais qu'en 10 minutes je vais jamais arriver à charger un magasin. Un coup sur deux je mets la pellicule à l'envers. Alors je le vois avant de filmer, mais j'ai perdu 10 minutes. Donc je peux pas me permettre de me lancer dans un truc de précipitation. Donc je botte en touche et je dis non, oui, bien sûr que c'est beau, mais ça c'est basique. Nous, ce qu'on va faire, on va commencer le film dans l'action, en plein milieu. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Mais ça m'a permis de sauver la face. Et comme il nous a fallu bien une bonne semaine, 10 jours pour arriver sur zone, c'est-à-dire en plein milieu du Pacifique, j'ai eu le temps de m'entraîner à charger mes magasins. Et donc, je commence à filmer mes chercheurs qui sont en train de réfléchir, comment ils vont, à quel endroit ils vont plonger. Alors, le but de la mission, c'était de préparer l'exploitation des nodules polymétalliques. Alors, un peu de science. Les nodules, c'est des espèces de concrétions comme ça, qui sont grosses comme ça, comme un peu des boulets de charbon, qui tapissent la mer dans des grandes plaines abyssales, et on ne sait pas très bien d'où ils viennent. En revanche, ils sont très riches en matériaux précieux. Il y a du manganèse, je me souviens qu'il y a du cobalt, du cuivre, enfin bon, c'était un truc à exploiter. Et donc, ils voulaient voir un petit peu dans quelles conditions ils pourraient les ramener à la surface. Et moi, je filme ça, puisque ça fait partie complètement de mon sujet. Mais filmer tout seul sur un bateau de recherche comme ça, en plein océan, ça bouge sans arrêt. Et résultat, ça veut dire que tu ne peux pas lâcher la caméra un instant. Donc, moi, je la mettais sur le pied, je filmais, et dès que j'avais fini mon plan, je la posais par terre. Parce que sinon, ça va se casser la figure. Et puis, j'étais tout seul, il fallait que je fasse le son. Donc, j'avais un petit magnétophone que je posais sur une table, que je scotchais, pour pas qu'il finisse par terre. Parce que quand je dis que ça bouge, mais c'est comme ça. Donc, tout ce qui n'est pas attaché, ça finit par terre.
Donc je scotchais le magnétophone, je scotchais le micro quelque part, je mettais en route le micro, je remettais ma caméra sur le pied ou à l'épaule, et puis je mettais en route, je faisais un clap. Alors le clap technique, parce que je peux pas, je suis tout seul. Donc tu fais comme ça, t'es pip, pip, faut bien faire le son en même temps. En fait ça marche très bien ça. Et je filme la mission. Et puis au bout de quelques temps, on arrive sur zone, et arrive le jour où c'est à moi de faire la plongée, de plonger avec ma caméra, etc. Finally, he's gonna be able to see the Titanic. I know. This is the wrong show. Never mind. No Titanic. Et là, je vais vous dire, je faisais pas le fier, parce que j'avais peur d'une chose, Ah, t'avais peur? tout simplement d'avoir peur, d'avoir une peur panique et d'être incapable de faire cette plongée. Il avait peur. Parce que quelques temps avant, j'avais voulu faire de la chute libre. Je me disais, tiens, ça serait bien essayer. Et j'ai eu une peur panique. C'est quand même très, très impressionnant la chute libre, parce que le premier saut, tu comprends rien, ça va. Mais au bout de 2-3 sauts, tu as compris que tu te cassais la gueule. Et là, c'est vraiment difficile, il y a un cap à passer. Et ce cap, j'avais pas réussi à le passer. Et donc, j'étais resté dans l'idée que je n'arrivais pas à contrôler ma peur. Et je me suis dit, quand je vais être dans la sphère, et qu'on va fermer la porte, et que je vais être parti pour 8 heures de plongée, je vais hurler. Laissez-moi sortir, je veux pas y aller. Donc j'avais la trouille. Et puis en plus, je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe une plongée avec le Nautile. And I'm sure you guys heard about the terrible accident that occurred not too long, maybe 2 years ago or something, with one. It was all over our news. I mean, it was like 6 or 7 people. It was not good. Nautile, c'est un sous-marin qui fait 8-10 mètres de long. Mais l'habitacle, c'est une sphère, c'est une boule de titane dans laquelle il y a 3 personnes. Elle fait 2 mètres de diamètre et il y a des hublots. C'est là que c'est différent des sous-marins militaires, c'est que tu vois le fond de la mer. Mais quand tu pars en plongée, c'est une descente de 2 heures. Pendant 2 heures, tu vas couler avec ton sous-marin avant d'arriver au fond de la mer. Après, une balade de 4 heures au fond, avec des petits moteurs électriques, ça avance à 2 km/h et tout, mais c'est carrément génial. Et puis après, tu largues tes lestes et tu remontes, c'est reparti pour 2 heures. Donc, j'avais super la trouille. No thanks. J'avais la trouille d'avoir peur. Et ce qui m'a sauvé, c'est de faire le film. Parce que quand je suis rentré dans le sous-marin, moi j'avais plein de trucs à filmer. Le mec qui était en train de faire ci, qui était en train de faire ça. Et puis ils allaient fermer le panneau, la porte, une espèce de porte cylindrique. Et donc, moi j'ai filmé cette fermeture de porte. Et ce qui fait que j'étais parti dans autre chose. J'avais pas le temps de penser à mes états d'âme. Je voulais avoir tous les plans. Au matin, le chariot du Nautile se met en place. Mais l'état de la mer est encore impressionnant. Rough waters. Definitely not a calm day. I'm sure they would have preferred a calmer day. Finalement, vers 10 heures, la décision sera prise de mettre à l'eau. Alors ça, c'est le moment un petit peu compliqué parce que tu es au bout d'un portique. Donc tu as le sous-marin qui se balance de gauche à droite, tu es dedans, tu te cramponnes tant que tu peux. Et puis il y a toute la période où ils enlèvent les lestes, ils font les derniers préparatifs, où là tu es en surface, ça balance dans tous les sens. Enfin, il faut se tenir, 2, tu as envie de gerber. Enfin bon, c'est quand même un peu sportif. I can imagine. Et puis ils te lâchent, et là tu commences à descendre. Et puis d'un Gerber, seul hein. coup, il n'y a plus rien qui bouge. En quelques minutes, c'est la nuit noire, genre à 200 mètres, il fait complètement nuit. Et puis, tu es en train de descendre vers le fond de la mer. Et ça, putain, c'est génial. Alors moi, j'étais occupé, parce que normalement, ils sont tranquilles, ils se mettent éventuellement même à dessin animé, enfin, ils faisaient ça à l'époque, sur les écrans du bord. Mais non, là, moi, je leur disais, fais semblant de faire ci, fais semblant de faire ça, et j'étais en train de faire plein de plans dont je savais que j'aurais besoin. Et on arrive vers le fond de la mer. Donc il annonce qu'on n'est plus qu'à 100 mètres. Il ralentit la descente, donc il lâche une partie du lest. Il allume les projecteurs. Et là, tu vois un halo de lumière bleue dans ton hublot. Alors moi, je filmais à travers le hublot où je regardais. Et puis il me dit, on n'est plus qu'à 5 mètres, 10 mètres. Et là, tu vois le fond de la mer qui apparaît à travers l'eau, all those rocks. qui est un peu trouble quand même.
et tu vois les plaines de nodules. Il y a partout des nodules. Ouais, partout. Ils sont à touche-touche, quoi. C'est des espèces de boulets à touche-touche. Et là, on a fait un certain nombre d'expériences que moi j'ai filmées. Parce qu'à l'époque, les caméras du sous-marin n'étaient pas assez bonnes, donc on était obligé d'envoyer un caméraman à un moment ou à un autre dans la mission. Et moi, tu penses bien que j'étais ravi. Donc on a fait tout ça, on est allé à des endroits, il y avait des falaises, donc tu montes les falaises, t'as quand même peur de te faire bloquer au fond. Tu te dis, si on se coince quelque part, comment est-ce qu'ils vont nous remonter? Et d'ailleurs, je peux vous dire un petit truc, c'est que sur le dessus du sous-marin, il y avait un truc qui s'appelait Psychose. C'était un boîtier, ils avaient écrit Psychose. Et c'était le dernier truc. Si tu étais bloqué au fond de la mer, que tu pouvais pas remonter, eh ben tu tirais sur un bouton. Je dis tirer sur un bouton, ça doit sûrement pas être comme ça. Mais enfin, t'actionnais un dispositif qui libérait un ballon avec une corde d'une vingtaine de mètres et une immense anse. Et après, le seul truc à faire, c'est que le bateau, avec un grappin, sachant quand même très bien où était le sous-marin, allait essayer d'attraper cette corde pour te remonter. Je te laisse imaginer l'ambiance et si ça arrivait. No, thank you. Alors à bord, on avait une semaine d'autonomie en air et quelques heures en bouffe. Mais bon, c'était quand même... c'est quand même des trucs qui te prennent, parce que là, t'es pas dans des trucs où la sécurité est comment dire, on a des normes de sécurité qui sont juste raisonnables. C'est-à-dire que le sous-marin, par exemple, il a été testé simplement à 7000 mètres. Et il est opérationnel jusqu'à 6000 mètres. Donc, il n'y a pas une grande marge. C'est pas comme plein de trucs où on les a testés dans des grandes largeurs. Là, c'est vraiment un vrai engagement quand tu descends là-dedans. Mais d'abord, ça s'est très bien passé. Et puis surtout, c'était carrément génial, quoi. Ce sentiment d'être sur une autre planète, quoi. Un endroit où je crois qu'on est à l'époque, et peut-être même depuis il n'y en a pas plus, on est 13 personnes à avoir vu les nodules dans leur environnement naturel. C'est donc un truc vraiment exceptionnel. What this man has seen, could you imagine being his son or daughter? And you're just like, you know, your friends are bragging. They're like, my dad is a fireman. My dad is a policeman. My dad is a doctor. My dad is a lawyer. What does your dad do? My dad, he goes, travels the world, goes to each country, sleeps with complete strangers in their homes, takes videos of everything, so I have proof, I'm not lying. He goes in the air, he goes in the ocean, he goes in volcanoes. What else would you like to know? I mean, my dad does everything. Yeah, you would be a proud child to have him as a father, that's for sure. The stories this man could tell. When I was a boy, do you know what I did? You're like, you did what? Dad, you did what? With a gorilla? Are you serious? Like, could you imagine the story? Ensuite, on est remonté. Et cette remontée, pareil, a duré 2 heures où j'ai encore filmé les trucs. C'était vraiment marrant. Alors, on arrive en surface. Alors là, le temps avait changé, ça bougeait dans tous les sens. Ils nous ont sorti de l'eau. Bon, ça a été. Faux bras à bâbord là. Comprenez le faux bras à bâbord avant. Ici le sous-marin. I got it. Le faux bras avant d'abord n'est pas terrible. Vire un peu l'axial. Tiens-moi l'axial. Voilà, continue à descendre. I got it. Good job. That's not easy when the water's rough. En fait, c'était comme en 1983 quand j'avais filmé mes expéditions. C'est-à-dire que j'étais en film. Donc toutes ces images, j'avais rien vu. Alors, ça s'était bien passé en 83. Je me disais que ça allait aller en 89. Et en fait, j'ai été super content parce que quand on a développé les images, le service de presse d'Ifremer à l'époque m'a dit qu'ils étaient très contents. Ils étaient très contents de ce que j'avais ramené pour une raison très simple. C'est que moi, j'étais pas un chef opérateur, un mec qui sait travailler la lumière, qui est un mec qui a du talent. Moi, j'étais juste un mec efficace.
Or, qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans le sous-marin? J'avais qu'une grosse lampe, paf, j'éclairais tout le sous-marin. Mais ils m'ont dit un truc, ils m'ont dit, mais enfin, c'est la première fois qu'on voit bien ce qu'il y a dans ce sous-marin. Parce que quand tu regardes l'atmosphère du sous-marin en temps normal, eh bien, c'est des petites lumières qui éclairent à droite, mais tout est dans la pénombre. Et moi, comme un bourrin, j'ai éclairé tout le sous-marin, mais tu voyais bien que c'était une sphère métallique, avec plein d'instruments là. Alors, il y avait moins de mystère, mais tu comprenais vraiment ce qui se passait. Et ce film est passé dans Thalassa, c'était la deuxième fois que je faisais quelque chose pour Thalassa, et ça a été une histoire... c'est encore un des putains de bons moments que j'ai passé dans cette vie. Voilà. You could tell he's proud. He's proud of that day. Alors, je sais pas ce que je vous raconte demain, mais je Okay, so it's each okay. vous oublie pas, restez chez vous et salut. Voilà. And now here comes episode 10. Voilà. Oh, could be on 27 minutes. We'll try to see if I can do 2 more episodes. We'll see. Oh yeah, this part. Try to save some time here. Alors moi, j'ai fait un certain nombre de films animaliers, même si je préférais les expéditions scientifiques, parce que, en fait, les films animaliers ou les expéditions scientifiques sont des documentaires qui t'emmènent loin, qui t'emmènent dans des endroits où tu vas pas souvent. Parce que voyager, c'est bien de voyager, mais quand tu dis que tu vas dans tel pays, si tu vas dans les endroits touristiques ou dans les villes, c'est quand même moins différent que si tu vas dans des endroits totalement reculés, que ça soit au fin fond de la nature ou dans des toutes petites villes ou des villages perdus. He proved that already with all his je vais coucher avec chez vous. It's almost every time he does the same thing. I don't really want to be here. I want to go further out where it's really where I'm going to find the true people that live here. And he does it all the time. Et les films animaliers ou les documentaires d'expéditions scientifiques, tout ça, ça m'emmenait toujours dans des endroits au cœur des pays. C'est ça qui était bien. Uh-oh. Hey. Yeah, I had a cough because the water went down the wrong... It's going to do it again. Woo. The water went down the wrong pipe. You got that expression in France? In French, the water went down the wrong pipe. Anyway. Et là, on a fait un film avec Jean-Yves Collet, avec qui j'ai réalisé 2 films, je pense, je me rappelle plus. Si, au moins 2 films, qui lui est cinéaste animalier. Et on s'est retrouvé en Éthiopie, sur les hauts plateaux d'Éthiopie, pour faire un film sur des géladas. Les babouins géladas, c'est des babouins qui sont superbes parce ils ont une fourrure, une crinière de lion, ils ont un cœur rouge sur la poitrine, enfin ils sont vraiment très beaux. Interesting. Et qui ont des comportements aussi sociaux qui sont vachement intéressants. Et puis il y avait aussi tout ce qui nous plaisait dans cette expédition, c'était tout le côté technique, d'essayer de développer des choses qui n'avaient pas été faites. Or, avec Jean-Yves, on avait fait un film sur, ça c'est lui qui l'avait réalisé, sur les interactions entre l'arbre et les fourmis. Et ça, c'est moi qui avais fait l'image. Alors là, c'était en 16 mm, mais j'étais super 16 même. Mais bon, ça y est, j'étais devenu compétent, j'étais capable de faire de la macro, etc. Et à l'époque, on avait fait des prises de vue au-dessus de la forêt avec une montgolfière. Donc, je raconte un peu comment c'était. Je crois que j'ai pas d'image pour vous montrer ça, mais j'étais accroché à l'extérieur du panier de la montgolfière. Vous savez, la montgolfière, il y a une enveloppe, puis dessous, il y a un panier en osier. Et moi, j'étais accroché à l'extérieur. J'avais fait faire une fixation pour avoir ma caméra comme sur pied, et je pouvais faire des plans comme ça en étant à ras des branches. Et comme une montgolfière se déplace poussée par le vent, sans souffler sur les feuilles comme un hélicoptère, on avait des plans qui étaient superbes. Mais une grosse montgolfière, c'est compliqué à gérer. Donc on s'est dit, il faut que pour filmer l'environnement des singes sur les hauts plateaux éthiopiens, il faudrait qu'on ait un truc mieux, plus maniable. Alors je vous rappelle qu'en 1990, par là, les drones, tout ça, ça n'existe pas. Il y en a 0. Et donc, le seul moyen de faire des prises de vue aériennes, c'est ou l'hélicoptère ou la montgolfière. Or, l'hélicoptère, c'est super cher. Si tu vas dans un endroit très reculé, ce qui était souvent le cas pour nous, ça te coûte déjà des heures pour que l'hélicoptère vienne sur place. Et une grosse montgolfière, c'est quand même un peu compliqué à trimballer. Donc, on a développé
avec Danny Cléyemarel, qui est le pilote du radeau Décime, que vous avez vu il y a quelques jours, ce truc incroyable au-dessus de la forêt, on a développé ce qu'on a appelé la cinébule, c'est-à-dire une petite montgolfière à 2 places, et à la place du panier, c'est une banquette dessous, une banquette à 2 places. Et on a commencé à faire des prises de vue comme ça, qui nous permettaient, dans des conditions vraiment reculées, d'aller dans des endroits très compliqués d'accès, avec notre petite montgolfière, et de faire des prises de vue aériennes. This is the intro, the intro video. They're in this. Okay, we know now he's gonna bash into a tree eventually. Parfaitement fluide, très, très belle, quoi. Le vent me fait monter. Oui, c'est ça. Ok, je me mets large et il faut vraiment essayer de passer le plus près possible. Ah, c'est joli là, c'est joli. Allez, je tourne. On passe de quel côté? Bah, on verra. Elle va passer à gauche. Non? Je crois que ça va pas passer. Je me la paye. Je me la paye. Oh la vache. Oh, ok. Et donc, c'est un truc qu'on avait développé. Wow. Et ça a été assez sportif. Wow. Parce que on s'est retrouvé sur les hauts plateaux avec notre montgolfière, mais il n'y avait pas de vent. Et on s'était retrouvé au-dessus d'une forêt. Donc, on essayait de trouver un endroit pour se poser. Parce que il faut quand même un petit peu de plaine, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est craché. Et c'était assez marrant. Posez où, là? C'était assez marrant. Tiens. C'est rien. Là, il y a de la plaine. Là, tu la vois là. Faut que tu prennes la corde, faut que tu descendes et que tu prennes la corde. Vite, la corde de couronne. Dépêche-toi. Ah oui, tu la prends et tu vas coucher dans la pelouse. Tu l'as la corde, c'est pas ça que tu fais. Elle est où la corde? Il y a le feu. Oh là là, c'était rigolade. Is that what he said? Amusant? This is a disaster. La nuit, il y a le feu à la forêt. Oh my. Oh putain. Ok. Attention, doucement. Il est pieds nus dans le feu, lui. Oh. Barefoot. Mais bref, cette montgolfière, elle avait quand même trouvé son utilité. Oh elle my marchait. God. Et d'ailleurs, elle a été louée par Nicolas Hulot. Elle a été louée pour le film Le 8e jour pour faire des prises de vue aériennes particulières, etc. Elle a servi. Mais nous, c'était pas tout. Notre tournage sur place, on avait également envie de faire des mouvements de grue au milieu des singes. Alors les singes, on les avait habitués, on leur donnait à manger. Comme ça, ils venaient, ils avaient plus peur de nous. Et puis après, quand on voulait filmer, on leur donnait plus rien. Mais ils restaient près de nous. Et on avait des comportements qui étaient complètement naturels. Mais ce qu'on voulait faire, c'était des mouvements de grue, une grue qui faisait quand même 8-9 mètres de long, au milieu des singes, pour avoir des mouvements de caméra, etc. Et ça a quand même été marrant, ça aussi, parce qu'on installait la grue sur des falaises, c'est-à-dire qu'il fallait tout attacher, et nous, il fallait qu'on fasse super gaffe, parce que il y avait des trous de 100-200 mètres de profondeur, donc tu tombes, c'est mort. Et ça, c'est encore une époque où on pouvait se permettre de faire des choses comme ça. Bien sûr qu'on était prudent, mais on n'était pas encore hyper prudent. Donc, on n'était en fait pas attachés, on était sur des bords de falaises, on faisait super gaffe, mais bien sûr que c'est beaucoup mieux d'être plus prudent, de mettre au maximum la sécurité. Mais ça se fait quand même au détriment d'une certaine liberté. Pour faire des images encore plus près du sol, la caméra a été fixée sous la banquette. Mais la position de prise de vue est inconfortable et l'atterrissage sera plus compliqué.
Alors on est allé super loin quand on a voulu filmer ces singes parce que il y avait de la piste, c'était vraiment pas facile d'accès. Et il y a 3 trucs que j'ai envie de raconter. Premièrement, les gens qui habitaient là-bas. C'était les Amaras qui vivent vraiment, c'est des bergers. Il y a des beaux troupeaux, hein, mais qui vivent vraiment avec rien, quoi. Ouais. Et évidemment, on a travaillé avec eux, on les a un peu employés, ils nous invitaient chez eux. Et là, il y avait la cérémonie du café, ils prennent des graines de café qui font griller devant toi, qu'ils écrasent, après ils te font un café qui n'est pas tout à fait aux normes de ce qu'on connaît, nous, du café, mais qui a tellement plus de symbolique et d'intention, je dirais. Donc ça, c'était extraordinaire. Donc le milieu dans lequel on a vécu comme ça pendant plusieurs semaines. Those goddamn flies. It's amazing, those flies. Why are they such pain in the asses and have to be on human faces? What's up with that? Il y a eu la deuxième chose dont j'ai envie de parler un tout petit peu, mais c'est les singes, c'est super joli, ces babouins qui sont en harem, alors évidemment avec toutes les interactions que tu peux avoir, quand ils s'engueulent, quand ils se battent dans des falaises, tu te dis mais c'est incroyable qu'ils se cassent pas la figure et tout ça. Ça aussi c'était génial. See, everybody fights. Un troisième truc que j'ai envie de dire, c'est à quel point on était loin. Parce que un jour, on s'est dit, bon, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas donné de nouvelles. On voudrait savoir un petit peu comment ça se passe en France, etc. On voudrait aller téléphoner. Donc, on est tous montés dans la Land Rover. On a roulé pendant 2 heures. Un coup, c'était sur la piste. Un coup, c'est à travers la nature, à travers champs. Enfin bon, 2 heures pour arriver au petit village d'en bas. Et arriver à une petite cabane en terre, dans laquelle se trouvent les télécommunications. Donc là, dans la pénombre, il y a un gars qui a une sorte de petit standard à l'ancienne avec des fils comme ça. Et puis on dit, voilà, on voudrait téléphoner en France. Ok. Il dit, bah, je vais demander une ligne. Donc il appelle Addis Abeba. Takes the tin can and he goes, allô, allô? Oui, c'est la France? C'est-à-dire, il décroche et puis il fait un petit ligne, il n'y a même pas de clavier et tout. Et puis il dit, voilà, je vais avoir besoin de passer des appels en France. Et on attend. Et puis au bout d'une heure, ça sonne, et là ils nous disent, j'ai la ligne pour Addis Abeba, qui veut appeler? Pour Addis Abeba et pour la France, qui veut appeler? Alors on donne le numéro, ils le donnent à Addis Abeba, ils appellent la France, et puis là, soit tu tombes sur un répondeur, parce qu'à l'époque c'était comme ça, il n'y avait pas de portable, et dans ces cas-là tu dis, bah je rappellerai plus tard, et tu essayes 2 heures plus tard, soit tu tombes sur la personne, et à ce moment-là tu peux discuter un petit moment. Et pour faire téléphoner 5 personnes, ça nous a pris 4 ou 5 heures. Et ensuite, pour remonter 2 heures, ça nous fait 9 heures. Ça fait une journée. Voilà, une journée pour donner 5 coups de fil. Wow. Bah, c'était comme ça, à cette époque-là. Wow. Mais il y avait des trucs qui marchaient moins bien, mais on était plus dans la nature. Et quand tu passais comme ça 5 semaines sur les hauts plateaux d'Éthiopie, dans la brume, parce que là, quand tu es en haut, c'est pas le désert, et ben t'étais quand même pas sur une autre planète, mais t'étais vraiment sur notre planète. Hey! Whoa! Hey! Where's he going? Holy shit! He almost... Wow. Moi, je sais que ces tournages sur les singes, dans ces conditions-là, restent des trucs formidables, quoi, vraiment formidables. Et le film, il est vraiment bien, quoi. Alors, évidemment, maintenant, il y a eu encore des progrès qui ont été faits dans la technique, puis surtout dans l'inventivité des réalisateurs, les mecs qui cherchent des nouvelles idées. Mais à l'époque, nous, on était plutôt dans les bons. Voilà. Et c'est donc, ça fait quoi, ça? Ça fait 30 ans. Ça fait une 30aine d'années. Mais j'en ai fait d'autres trucs derrière. Je vous raconterai ça demain. Oh, I'm sure you have, my friend. I could just sit with a cup of coffee and probably spend 8 hours at night
You know, a little snack here and there, maybe un peu de saucisson et une bonne baguette. You know what I'm saying? Avec un café and him, and just talk for 8 hours about everything about him, because he has such an interesting life. Anyway, ben voilà. You know what? We're gonna stop here, and now I know that the next one will be episode 11. Voilà, on va arrêter right here. And we continue to learn about all of his adventures. And they are something else, his adventures. Unbelievable. So we're going to stop here. And voilà. And we'll come back, you know what? So I don't lose my space. I want to know exactly. Voilà. Voilà. On va arrêter là. Okay? So it's you know, I don't know what to say. This guy is such he's such an interesting person to follow, to listen to you know, we join him on his adventures, and we just sit back in awe, like, it's incroyable. This shit, guy almost crashed, died, lit the whole forest on fire, and he's just like, we had a little accident, une petite accident, c'était rien. I tell you, there's not a lot of Antoines like this around. Anyway, until the next one, take care. À la prochaine.